Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va recommenter les premières vidéos que j'avais fait sur MapInfo, histoire d'avoir des vidéos complètement commentées. L'objectif, c'est de créer ses propres données géographiques en vectorisant des rasters, en géoréférençant des rasters et en vectorisant des données. Alors, tout d'abord, nous allons importer une image raster non géoréférencée. Voilà. Donc là, cette image raster, c'est un fond de carte des limites départementales qui n'est pas géoréférencé. On le voit lorsqu'on veut mesurer des données, il n'y a pas des bonnes mesures. Donc pour projeter la carte, on va faire ce qu'on appelle du calage raster. Et donc nous allons sélectionner des points et définir les coordonnées et à leur attribuer des coordonnées qu'on va récupérer sur Google Earth. 10 ans après, 2012 la vidéo, 10 ans après Google Earth, ça n'a pas changé. C'est ça la force de Google, c'est d'avoir des outils simples et qui ne changent pas toutes les 2 semaines de design ou d'ergonomie. Donc là on a choisi des points autour de la région Rhône-Alpes. Donc on les voit ici, 5 points qu'on a choisis sur Google Earth et dont on a les coordonnées. Donc si je vais sur ce point là, évidemment les coordonnées sont en WGS 84, propriété, et là voilà, là j'ai les coordonnées en format sexagésimal, donc en degrés minutes secondes, et via un outil simple, je vais convertir ces données degrés minutes secondes en coordonnées métriques. Donc je regarde c'est quoi la projection. Donc Google c'est du WGS 84 UTM 31 T31. Donc je vais dans l'outil, je lui dis attention les coordonnées c'est du UTM T31. Et là je vais coller les coordonnées en degrés minutes secondes fournies par Google Earth. Donc on les met au bon format pour que ce soit compatible avec l'outil. On fait ça pour les latitudes et les longitudes. Et une fois que c'est bon, une fois qu'on a les bonnes coordonnées métriques, on les attribue on les met dans MapInfo. On a pris la donnée pour Rhône-Alpes, on attribue, donc on va sur le département de Rhône-Alpes, on place le bon point. Là, on met les coordonnées fournies par Absaline issues de Google Earth qui ont été converties en données métriques, et voilà. En gros, il faut faire ça pour pas mal de points. Donc, moi, je conseille toujours 6, 7 points, histoire d'avoir des données, une carte bien géoréférencée. Donc voilà, on fait ça x, y, un nombre de fois. On fait ça plusieurs fois. Je récupère les données, même si les données sexagésimales est converties en données métriques, même si dans Google Earth maintenant, je sais qu'il est possible de directement mettre les données métriques afin de s'éviter cette étape de conversion de données avec l'outil Absalin. Mais voilà, à l'époque je faisais ça comme ça marchait très bien. Maintenant c'est plus simple. Le copie-colle, voilà, tac. Puis voilà, j'ai fait ça 5-6 fois histoire d'avoir pas mal de coordonnées. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et cette fois-ci, mon image est projetée. Et pour vérifier ça, on va faire des mesures. Et on va voir que les mesures sont correctes. Parfait.
évidemment, là, j'ai pris que les coordonnées, j'ai pris que des points autour du département Rhône-Alpes. In fine, il faut prendre des points bien répartis sur la carte pour avoir une projection correcte. Là, je pense que les données sont bien référencées sur la région Rhône-Alpes, mais quand on s'éloigne, c'est moins bien référencé. On vérifie, on mesure sur Google Earth, puis on mesure dans MapInfo pour vérifier que les distances sont correctes. Je pense que c'est le cas, voilà, parfait. Et là, on a à peu près les mêmes distances, donc on est bon. Ok. Donc là, on fait toujours une petite vérification de qualité. Normalement, ça semble être bon. Donc là, on a bien référencé notre donnée raster. Maintenant que notre donnée raster est bien référencée, on va pouvoir créer des données vecteurs au format tab pour MapInfo et commencer à dessiner. Donc, nouvelle table, on va mettre créer une table, ajouter la carte à la table active, on va mettre nos champs de la table attributaire. Alors, pour faire simple, et puis on va commencer à dessiner. On a notre table de dessin qui est là. On va mettre notre table en édition, c'est bon. Et là, on va pouvoir commencer à dessiner des polygones, puisque notre couche département est une couche polygone in fine. Là, on dessine autour de la Drôme, 26. Donc voilà, évidemment, plus on veut un dessin fin, plus il va falloir mettre de vertex, il va falloir faire de points. Donc voilà, on digitalise, c'est parti. Donc là, on fait le département de Rhône-Alpes. Voilà, on a dessiné. Parfait. Là, on va mettre de la transparence histoire de bien voir notre polygone. Donc vraiment, vous voyez, les SIG ont tous la même logique in fine. Hein, s'il n'y a pas de souci. Et voilà. Et là, on a bien notre département qui a été dessiné. Notre région, pardon. Donc on remet le fond de carte et après on peut continuer à dessiner d'autres départements. Donc vous voyez là c'est la même logique, ArcGIS, MapInfo, QGIS, c'est strictement la même logique. 10 ans avant, dans 10 ans, ce sera toujours la même logique. Hein. Il y a 10 ans c'était comme ça, dans 10 ans, aujourd'hui c'est comme ça, la même logique, et dans 10 ans ce sera la même logique. Faut pas s'inquiéter, toujours la logique des lignes, points, polygones dans une seule couche, la table attributaire, la projection. Ce sont des choses perpétuelles, j'ai envie de dire, immuables, même si rien n'est immuable, voilà. Et là, on sélectionne notre département. Et là, ce qu'on va faire pour faciliter notre région, pour faciliter le dessin de département, plutôt que de dessiner département par département, on va découper le dessin de la région, ça ira plus vite. On le met en édition, et là, on dessine une ligne, et puis après, vous voyez, ça découpe la région en département. Je trouve que c'est plus simple de dessiner une région ou de la découper en département que de séparer un département faire une région. On n'a pas les problèmes de contiguïté, etc., etc. Je préfère, à mon sens, je trouve ça mieux. Voilà, voilà, hop là, et voilà, on a fait un département. Pareil, on va continuer à découper la région pour avoir l'ensemble des données départementales de la région Rhône-Alpes. Là, idem, j'ai fait ça pour le département du Rhône, et maintenant, hop, oui, découper, voilà, hop, et voilà. Je supprime la ligne, et voilà, et maintenant j'ai fait mon deuxième département. Donc ça va assez vite. Et voilà, on a deux départements de fait déjà sur l'ensemble des départements de Rhône-Alpes. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je continue, évidemment, voilà, in fine, ce que ça peut donner, avec un peu d'avancement. Donc ça va assez vite en soi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et maintenant, si j'ouvre la table attributaire, voilà, donc on a vraiment dessiné petit à petit. Attention au phénomène d'épaisseur de trait. Mais globalement, ça avance assez vite. Donc là, je continue, je fais la Dordogne, voilà. Voilà, in fine, ce que ça peut donner digitalisé à partir d'une carte raster. Je mesure un peu. Là, évidemment, la Corse a été mal projetée. Et donc là, quand je joue la table attributaire, voilà ce qui reste. Donc les lignes noires, en fait, c'est les polygones que j'ai découpés. Et ce que je vais faire,
Voyez, on voit chaque ligne correspond à un département. Donc les lignes noires, c'est les plugins découpés. Pour tuer ça, je vais dans gestion de table et je fais compacter la table pour enlever les éléments qui ne servent à rien. Et voilà, et donc là, si je réaffiche ma couche département, là je vais la rajouter. Parfait. Et si j'ouvre la table attributaire, on est nickel. Voilà, maintenant ma table attributaire est vide et je vais pouvoir commencer à rajouter les informations. Je sélectionne un département, je vois que la ligne est en noir, correspond au département. Et là, je vais pouvoir attribuer, remplir la table attributaire avec le nom de la région et le nom du département. Évidemment, créer de la donnée, c'est quelque chose de long, mais il y a certains outils ont permettaient dans ma grapho version 9 de faire ça assez rapidement. Donc voilà, et là, je rentre les numéros des codes des départements et les codes des régions. L'objectif vraiment ici, c'est de recommander toutes les vidéos que j'ai publiées sur la chaîne depuis 2012, puisqu'au début j'en ai fait une centaine qui n'étaient pas commentées, et là le fait de les commenter, ben, ça me permet de laisser quelque chose de propre. Et voilà, et vous voyez, à la fin ça peut aller assez vite. Une fois que j'ai fini, j'enregistre ma table et mes données, et c'est parfait. Et j'ai fini la digitalisation du département de France, voilà, enregistrer la table, à partir d'une image raster non calée. Et voilà, et quand je clique sur les départements, je vois les informations. Voilà pour la première partie, créer des données. Si j'ai la deuxième partie, c'est un peu la même chose, création de données spatiales, c'est cartographier les données. Donc voilà, donc ça, la deuxième partie de la vidéo, là, c'est comment cartographier les données. Donc vraiment, on a des données et on veut les représenter euh, avec les règles de sémiologie graphique inhérentes à ça. Donc voilà, là, j'ai mes données cartographiées, on reprend ma donnée source. Et maintenant, je fais mes données dessinées et je référencé. Et maintenant, je veux cartographier un élément. Donc là, j'ai ma petite table attributaire avec des données issues d'une INSEE sur laquelle j'ai fait une jointure avec les données géographiques pour tout avoir cartographié. Et maintenant, on va cartographier ça. On voit la table attributaire, on voit la carte, super. Et ce tuto, je l'ai fait il y a 10 ans et je trouve qu'il est bien fait. Et je trouve que globalement, j'aime bien. Et donc là, maintenant, on va aller cartographier. On clique sur la carte, la fenêtre de la carte. Et quand on clique sur la fenêtre de la carte, on va voir que les cartes apparaissent. Donc ça, c'était à l'époque de MapInfo 9. Carte, et là, on fait créer une carte thématique. La logique d'entre les styles n'a pas changé. QGIS le surpasse largement, mais il n'y a pas photo. Hein. Mais pendant des années, je me suis servi de ça. Et donc là, vous voyez, on a la nature des cartes. Donc là, c'est une carte de couleurs. Voilà, on avait les histogrammes, les diagrammes. Les diagrammes étaient bien mieux faits dans MapInfo que dans QGIS. Et les données de symboles étaient bien mieux faits dans MapInfo, à mon sens. Même aujourd'hui, QGIS a du mal à le rattraper sur ce point-là. Et là, on a catégoriel et on a même les cartes de chaleur. Voilà, non, c'était bien fait. Franchement, c'était bien fait. Hein. Enfin, on va pas critiquer. C'était simple. J'ai pas testé les dernières versions. Si Petnebus veut m'envoyer une licence gratos, pourquoi pas, mais les dernières versions, je n'ai pas testé. Je me suis arrêté en 2012, hein, pas fou. Donc là, on va choisir un petit plage de couleurs pour représenter la variation de la population. Donc là, on va choisir notre table et notre colonne. Ignorer les zéros et les blancs, pourquoi pas. On va prendre la donnée de 1999, suivant. Voilà les données, la répartition qu'il nous propose, la secrétisation, la discrétisation, voilà, avec le nom d'individu. Ok, évidemment, on peut créer plus de classes, on peut changer les classes, on peut choisir la méthode de discrétisation. Donc voilà, là on choisit. Attendez, tac, tac. Voilà, là on choisit. On va donc tac tac, voilà, là on peut choisir les couleurs. Parce que j'ai juste changé un petit truc, pardon, je réavance. Donc là on peut choisir la méthode de discrétisation. Parfait. On peut la changer manuellement si on souhaite, si on n'est pas d'accord avec celles fournies.
On peut choisir le nombre de classes. Donc vraiment, on est assez libre comme QGIS hein, au final. Il n'y a pas de différence. On peut choisir à combien on arrondit. Donc les options étaient déjà toutes là. On voit le nombre d'individus et le pourcentage par classe. Si on veut, on peut modifier les couleurs manuellement de la palette et les styles de chaque élément. Voilà. On peut changer le titre de la carte ici. Donc là, voilà, on renomme. On peut enlever des classes si on souhaite. On peut changer la légende. Et voilà, et là c'est reparti. Donc là c'est bon, vous voyez. On peut mettre sur une deux colonnes. Donc c'était assez bien les options de mise en forme. Voilà, on pouvait choisir ça c'était bien aussi pour mettre en place faire varier la taille de la légende. Donc voilà, ça c'était assez ergonomique. Même là maintenant quand je vois ça, voilà, c'est propre, c'est clair, c'est nickel. Je fais OK. Et voilà. Évidemment là c'est faux parce que j'ai utilisé une variation de couleur pour mettre des données brutes. Normalement j'aurais dû faire une variation de taille de points. Mais pour le coup, pour juste l'exercice, on voit que globalement c'est assez propre. La légende est là. Mais si je veux modifier la légende, je peux le faire ici. Et si je veux, je peux faire disparaître la mise en forme pour en faire une nouvelle. Cette fois-ci, on va faire variation de taille de points. Donc là, ce qui est plus logique par rapport à la thématique. On va mettre les petits habitants, c'est en cohérence avec la thématique démographique. Et là, vous voyez, on peut jouer sur la taille des individus. Des symboles, pardon. Et voilà. Et là, on a cette fois-ci une mise en forme différente, une mise en forme en variation de taille de symboles qui correspond plus qui est plus concordant avec la nature de nos données. Donc là, on est bon. Là, on met un titre, pareil, à l'instar de ce qu'on a fait tout à l'heure. Un sous-titre avec la source, toujours bien de spécifier la source des données. Et voilà. Et si je croise les deux, voilà, voilà ce qui arrive. Donc là, c'est très propre. Les deux éléments de légende sont mis côte à côte. C'est clair, c'est net. C'est précis. Et j'ai les deux mises en forme qui sont présentes l'une à côté de l'autre. Et maintenant, alors là, ce sont des éléments mob basiques, donc des plugins. Alors je vais en importer un de base qui s'appelle Légende, qui sont disponibles dans Map Info, mais qu'il faut importer la barre d'échelle, oui, l'échelle, la flèche du nord, voilà. Et donc là, je dispose de nouveaux éléments pour rajouter à ma carte. Voilà, je peux mettre les éléments de la carte, de la légende sur la carte directement. Je vais rajouter la flèche du nord, l'échelle, pardon.
La flèche du Nord. Il y avait beaucoup de modèles de flèche du Nord à l'époque. J'aime bien la rose des vents. Enfin, la rose des vents, ça s'appelle pas comme ça, mais voilà. On peut changer les couleurs aussi, les élans. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors voilà notre petite carte qui est déjà pas mal en forme. Et là, on va pouvoir l'exporter. On va créer la fenêtre sous. Et là, on peut exporter en image, en vectoriel, en TIFF, en Photoshop. On a vraiment le choix. Il faut sauvegarder notre mise en page. Et voilà ce que ça donne avec la mise en page. Donc c'était assez flexible et assez ergonomique à l'époque. Maintenant, on va voir le traducteur universel. Qu'est-ce que le traducteur universel? C'était l'outil de conversion de données de Photoshop, de MapInfo qui permettait de convertir les shapefiles en pointable, le pointable qui est le format de données vectoriel natif de MapInfo, et inversement. Donc le traducteur universel, c'est vraiment un plugin de conversion. Donc je prends un shapefile, donc une donnée shapefile, je lui applique, je définis sa projection originelle, je dis en quoi je veux le convertir, et je définis le répertoire dans lequel je vais convertir. Je fais OK, et voilà. Et là, il va me convertir mon shapefile en pointable, qui est le format natif vecteur des données vectorielles de MapInfo. Donc, traducteur universel permettait de convertir shapefile en table et le table en shapefile. On peut faire tout ce qu'on voulait. Et voilà. Donc, c'était assez simple, assez clair, assez rapide. Voilà, un bon petit outil de conversion de données. Donc, il lisait pas beaucoup de données à l'époque. Hein, le format de données. Et on pouvait aussi lire le MIFMID, qui était le format de partage de données de MapInfo à l'époque, unanimement utilisé. Qui permettait voilà, de partager les données de MapInfo à d'autres logiciels. Le MIFMID était lu par beaucoup d'autres logiciels. Et donc ça me permet d'enchaîner sur la dernière vidéo qui présente le MIFMID. Donc à l'époque, MapInfo était un major, beaucoup moins maintenant. Maintenant, c'est plus entre ArcGIS et QGIS. Le MIFMID était vraiment le format de données universel qui permettait de partager les données avec MapInfo dans d'autres logiciels. QGIS lisait le MIFMID, il y a encore le MIFMID. ArcGIS lit le MIFMID, donc voilà. Donc pour ça, il fallait aller dans exporter une table. On choisissait notre table à exporter et ensuite on le mettait en MIFMID. Voilà. Comme ça permettait de partager les données. Donc c'était simple, table export et on exportait la donnée en MIFMID. Le MIFMID c'était voilà, un format compressé, j'ai envie de dire, où dedans un seul fichier contenait la table attributaire et les données géographiques. C'était simple, clair, efficace, il n'y avait pas grand chose à redire. Voilà. Et après on pouvait importer le MIFMID dans MapInfo en sélectionnant le dossier, la donnée dans table, et cette fois-ci c'était import. Et on importait les données MIFMID. C'est comme ça en général qu'on partageait les données entre MapInfo et d'autres logiciels. Et là on sélectionnait le MIFMID, on sélectionnait le département France, on faisait enregistrer. Et voilà, et là il nous a importé notre couche du MIFMID, il nous a converti le MIFMID au format MapInfo. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos sur MapInfo qui remontent il y a 10 ans déjà, mais qui permettent toujours de garder